Mon mot de minuit est féminisme parce que de toutes les discriminations que l'humanité a connues, elle en a connu de nombreuses, la plus ancienne et la plus structurelle, c'est la discrimination qui a été faite aux femmes. Et pour moi, le féminisme, c'est une théorie de l'action, c'est une théorie de la pensée, notamment politique, mais c'est surtout et avant tout une théorie de la révolte. Mais la révolte constructive, c'est-à-dire pour produire une nouvelle société, une société où les hommes et les femmes pourront vivre à égalité les uns avec les autres, quelle que soit d'ailleurs la couleur de leur peau, de leur classe sociale. Alors mon mot de minuit, ce sera éblouissement. L'éblouissement pour moi, c'est ce qui fait sens de notre présence ici sur Terre. Et c'est ce que je recherche. Et l'éblouissement, c'est le voyage, bien sûr. Mais c'est cette rencontre, c'est le miracle de la rencontre, ce qui déchire dans le sens le plus beau du terme, c'est-à-dire déchire nos certitudes et déchire nos émotions, déchire nos corps pour nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Mais elle continuait à lire les revues d'art, recensant qui avait décroché une bourse, qui un prix, les jalousant avec une hargne égale. Au fond d'elle, une bête était tapie, un crabe qui mangeait ses joies, ses émotions, la poussait à détruire la moindre possibilité de bonheur ou d'apaisement. Cette douleur avait un nom, mais il y a des mots qu'on refuse de mettre sur le visage de ceux qu'on aime. Même si ça me coûte de le reconnaître, j'ai fini par mépriser le comportement de Sabine. J'aurais voulu qu'elle arrête de harceler les galeristes, de taper son nom 3 fois par jour dans Google pour n'y découvrir que du vide, d'éplucher les critiques qui ne parlaient jamais d'elle. J'avais longtemps admiré son refus de la compromission jusqu'à ce que je comprenne que la beauté en germe dans ses photographies, parce qu'elle avait l'œil, ma femme, était dénaturée par son intransigeance. Les angles, les lumières étaient irréprochables, mais il manquait à ces images l'étincelle de vie, de désordre ou d'entropie qui leur aurait donné une âme. Ce qu'Irina, elle, atteignait instinctivement, droit au but, dans le moindre de ses coups de pinceau. Sabine voulait l'idéal et, à force de lui courir après, s'enfermer dans l'échec. Ça l'a tuée à petit feu, elle et son talent. C'est ainsi qu'au lieu de la ramener à la réalité, je l'ai enfoncée. Je lui ai maintenu la tête sous l'eau de ses illusions, rendant ses déceptions plus amères encore. C'est aussi ce que me faisait payer ma femme, la connaissance intime qu'elle avait de ma lâcheté. Conseil de lecture pour entamer cette émission, pour lutter contre l'immédiateté contemporaine. C'est un livre assez important. D'Hélène Gestern, qu'on salue au passage, chez Arléa, Loki d'or. Hélène Gestern qui pose dans ce livre 2 questions. Que se passe-t-il quand on déserte sa propre vie? Et puis un autre aspect des choses, que se passe-t-il quand le retour à la nature permet éventuellement de se retrouver une identité ou une subjectivité? Loki d'or, Arléa, Hélène Gestern, conseil de lecture. Vous êtes sur Des mots de minuit. En voici le sommaire. Images glacées qui font mal à la mémoire ou à l'inconscient, collectif ou pas. Copuler, violer, abaisser pour mieux dominer l'autre racisé, surtout s'il est femme. 6 siècles d'un système suprémaciste sont ici explorés par une centaine d'historiens, notamment sous la direction de Christelle Tarot. De la fascination du sauvage au code noir, de la domination à l'esclavage, de la décolonisation au métissage, de la Vénus hottentote à l'art contemporain, de la possession inassouvie des corps à la fabrication des imaginaires. Peut-être aussi un beau livre pour ses détracteurs qui redoublerait le viol en glaçant l'image de ses victimes. Quoi qu'il en soit, par ces temps d'immédiateté et de déluge visuel, le douloureux irréfutable d'une preuve iconographique. Prendre tous les avions, c'est n'en prendre aucun. Ne plus savoir, c'est attendre un bateau dans un aéroport. Roissy et le beau livre de Tiffany Tavernier. C'est dans cet aéroport qu'Anna ou Maude, c'est selon le moment de l'amnésie, erre. Anna s'invente des vies entre 2 vols pour ne plus embarquer des souvenirs cauchemardesques. Une femme en transit dans le lieu du cosmopolite.
L'auteur est une grande curieuse des autres, gens de peu, à la marge, inscrit entre deux mondes, ignoré de la norme triomphante, de l'Inde à l'Arctique, de la Colombie au Cambodge. Tavernier écrit comme on scénarise, la mort est dans l'âme quand surgit en fin de piste le souffle chaud des réacteurs du monstre long courrier. Musique également dans cette émission avec Bertrand Burgalat, derrière une pop disco, les choses qu'on ne peut dire à personne. C'est Démon de minuit 571, vous êtes chez vous. Tiffany Tavernier, avec vous, on va parler de Roissy, mais j'ai peut-être une question à vous poser avant. C'est que toujours dans ce que vous avez fait, que ce soit comme au cinéma, que ce soit comme romancière, il y a une curiosité, sinon de la marge, du moins de ceux et de celles qui sont en bordure de quelque chose. Vous-même, très jeune, vous partez au loin, que ce soit en Arctique ou que ce soit en Inde. Qu'est-ce qui fait que vous soyez attiré par les marges, comme dans ce roman Roissy, où effectivement une femme fait de l'aéroport sa maison à jamais, ou presque? Vaste question. Là, Qu'est-ce qui fait que la marge, elle vient souvent, en tout cas en ce qui me concerne, elle vient me décentrer. Elle me décentre moi-même. Et donc, elle me conduit inévitablement du fait d'être décentrée, d'être happée par en fait, elle est à la périphérie, elle est souvent périphérique, cette marge. Et elle permet de porter un regard sur ce que je suis et ce que nous sommes. C'est ce regard-là qui m'intéresse, c'est ce regard à la marge, souvent banni, violenté, non assumé. J'aime effectivement traverser cette frontière, mais pas tant pour y regarder effectivement et contempler ce que je suis. Donc partir très loin relevait à 17 ans de l'ordre d'une nécessité de me barrer. On dit les choses comme ça, de me barrer effectivement en Inde. Parce que là-bas, dans le tout autre, dans l'altérité, il se joue peut-être, j'ai peut-être pas encore toutes les explications existentielles, mais il se joue effectivement un ordre de réinterrogation absolue et de renaissance possible aussi, et bizarrement et paradoxalement, une interrogation sur le sens profond de l'identité. C'est-à-dire cette quête-là que j'ai, moi, et que je n'ai toujours pas assouvie, de qu'est-ce que je suis ici, dans ce monde, et donc d'interroger à l'aune de ma géographie, mais surtout de la géographie du tout autre, le où je suis et comment je me déplace et comment je pense. Donc le réel. Enfin, intéressant ce que vous dites, parce que ça fait parfaitement écho au travail dont on parle. Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours, la découverte. Qui suis-je? L'autre, l'altérité. Comment j'essaie de dominer l'autre? Comment je crée chez lui des imaginaires, des situations ou des statuts? Et comment, au bout de quelques temps, au bout de quelques siècles, ça se retourne, voilà. Et que l'homme blanc, et la femme blanche d'ailleurs, se prend sa colonisation dans la tête. Et dans la colonisation, ce sur quoi vous avez centré, c'est bien sûr la sexualité. Mais la sexualité avec énormément d'iconographie, ce qui fait polémique avec ce livre. On va l'évacuer dans une seconde, mais je voudrais lire ceci parce que je trouve que ça fait écho, et en tout cas ça nous permet peut-être de prendre de la distance par rapport à ce qui a pu être dit de ce livre aussi. Georges Didier Huberman, philosophe et historien de l'art, qui dit « Il y en a tellement des images qu'on finit par se retrouver dans une situation paradoxale. Bannières, boucliers ou appâts, les images sont faites pour capter notre attention, mais elles sont si nombreuses, omniprésentes et mises en équivalence qu'on ne les regarde plus vraiment. C'est trop, on n'y arrive plus, l'œil se noie, les images devraient être faites aussi pour nous apprendre quelque chose de l'état du monde et pour nous toucher. Qui sait? Mais leur diffusion même, qui s'apparente à celle d'un nuage toxique, nous suffoque bientôt et nous porte à détourner les yeux, à nous protéger de ceux-là même qui, en effet, devraient nous regarder.
D'un côté, des fascinés qui ne voient plus rien, d'un autre côté, des indifférents ou des blasés qui ne savent plus regarder, car il faut un mouvement d'approche. Les images sont comme les mots, elles savent mentir ou bien lever une vérité qui n'avait pas été dite jusque-là. Une vérité qui n'avait pas été dite jusque-là. Les 5 historiens qui dirigent ce texte imposant veulent que ces images disent quelque chose. Ce sont des images difficiles, des images d'un viol colonial conçu comme un système d'exploitation et de domination. Est-ce que, alors certains vous ont reproché images pornographiques, images protégées, celles qui peuvent apparaître comme des victimes sur ces images. Pourquoi est-ce que vous avez fait, après mûre réflexion, ce que vous dites dans votre livre, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de si bellement les montrer ? Alors il y a plusieurs questions évidemment dans ce que vous me demandez. La première, c'est vraiment important pour moi de le préciser dès le début de notre conversation, c'est que je crois que c'est vraiment un problème assez récurrent des critiques qui sont faites à ce livre, c'est le problème qui consiste à confondre violence et domination. Et pour moi, c'est très important de faire la distinction entre les deux parce que sur les 1200 documents iconographiques qui ont été publiés dans ce livre, il n'y a pas, loin s'en faut, que des images violentes. Que la réception soit ancrée, ne veuille voir que la part violente de ce livre, on peut le comprendre, parce que encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus choquant. Et C'est comment central. s'étonner qu'on soit choqué de ce qui est choquant? Ce qui serait étonnant, c'est que précisément, on ne soit pas choqué par ce qui est choquant. Mais nous, ce qu'on voulait montrer avec cette profusion d'images, précisément, c'est le système derrière les images choquantes. Parce qu'en réalité, la grande majorité des stéréotypes qui produisent encore des effets extrêmement toxiques dans nos sociétés aujourd'hui, ces stéréotypes qui sont le produit de cette longue histoire, qui commence avec le XVe siècle, eh bien, ces stéréotypes, ils passent le plus souvent par des images qu'on pourrait définir comme mainstream, des publicités, des affiches, des cartes, des couvertures de manuels scolaires, des couvertures de journaux populaires. Et donc, montrer en fait la diversité de la gamme et montrer en fait aussi bien des images violentes que des images très violentes même parfois, mais aussi des images qui apparaissent comme moins violentes, mais que du coup on ne voit pas, pour nous était essentiel parce que pour moi c'est ce qui ne se voit pas qui fait système. Et pour montrer le système, eh ben, il faut montrer sur, je dirais pas de manière exhaustive, ce serait exagéré, mais montrer de manière extrêmement répétitive. Et peut-être que dans un monde de l'image, il est aussi nécessaire que ce virus-là, ce poison-là, puisque c'est des mots qui sont utilisés par rapport à ces images, soit dit, sinon on ne peut pas comprendre. Mais d'autant plus que on peut dire qu'il y a vraiment Et on s'est habitué. On s'est habitué, bien sûr, mais il y a 2 phases, disons, dans notre livre. Globalement, il y a une phase d'avant l'invention de la photographie et puis une phase d'après. Et avant l'invention de la photographie, on peut dire que la domination visuelle n'est pas importante. Elle existe déjà, mais elle est un peu périphérique, justement. Mais dès l'invention de la photographie au XIXe siècle, on peut dire que l'essentiel de la propagande coloniale et des stéréotypes constitués notamment sur la sexualité des populations colonisées passe en fait par la domination visuelle. C'est-à-dire que l'image, en fait, remplace le mot comme vecteur de la propagande coloniale. Donc ne pas montrer l'image, laisser les images dans des cartons d'archives, c'est se priver en fait à mon sens, de la meilleure clé de compréhension pour comprendre comment ces images se sont diffusées, pas seulement dans la culture élitaire, mais dans la culture populaire. Ce que dit Pascal Blanchard, hein, qui est l'un des co-directeurs de ce travail monumental, donc travail de 4 ans et demi, ça concerne 6 siècles de l'histoire du monde. Et il y a une centaine de chercheurs qui ont participé à ce livre. Vous en êtes vous aussi l'une des co-directrices avec Nicolas Bancel, Gilles Butch et Dominique Thomas. La question qui est importante, me semble-t-il, par rapport à ces images, comment est-ce qu'elles ont été choisies? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes empêché de montrer? Autrement dit, est-ce que ces images cachent pire? Alors, on les a choisis
évidemment dans des fonds iconographiques qui sont gigantesques. Mais vraiment, je pèse mes mots en disant ça. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'images, de documents iconographiques que nous avons évidemment regardés pour en sélectionner d'abord à peu près 70 000, ce qui est déjà considérable. Et sur ces 70 000 documents iconographiques, je dis bien documents iconographiques et pas seulement photographies, nous avons décidé d'en sélectionner 1200. Et dans cette sélection que nous avons faite, nous avons beaucoup discuté en fait. En fait, on a discuté image par image entre les 5 co-directeurs pour savoir d'abord ce que nous en pensions les uns les autres et vraiment de manière très ouverte de dire bah, là c'est pas possible parce que une de nos limites, je dis bien une de nos limites est atteinte. Ensuite, on a été aussi confronté à des limites légales aujourd'hui en France. Par exemple, c'était absolument évident qu'on ne pouvait pas publier d'images pédophiles. Et il y en a. Il y en a. Alors, il faut dire aussi que la notion même d'enfant dans l'histoire de la photographie, elle évolue beaucoup entre le 19e siècle et le 20e siècle. Mais on s'est vraiment interdit au maximum de montrer des clichés d'enfants ou de très jeunes femmes ou hommes. Moi, je dirais que lire ce livre est une épreuve, mais une épreuve citoyenne, puisque ça permet de comprendre que l'usage de la sexualité dans la colonisation est central et systémique, vous l'évoquiez tout à l'heure. Toute chose égale par ailleurs, quand on sort de ce livre, on est au même point de bascule que quand on découvre que la torture en Algérie n'est pas le fait de quelques abrutis, mais c'est un système voulu par l'armée et voulu par un gouvernement. Et je trouve que quand on sort de ce livre, par rapport à l'usage qu'on fait de la sexualité et à l'usage qu'on fait de l'autre quand il est différent, c'est du même ordre de révélation. On va essayer de prendre 3 ou 4 angles, si vous voulez bien, parce que c'est un ouvrage très épais. Hein. Pour essayer de bien comprendre l'imaginaire, qui est l'imaginaire du dominant, du dominant blanc. Pas seulement. Pas seulement, parce qu'après il y a un retour, je vais y venir, mais il y a l'idée de la fascination dans un premier temps, ensuite l'idée de la domination, la quatrième idée, le 4e chapitre, c'est la décolonisation, et c'est là qu'arrive le vice-versa, c'est-à-dire que ça se retourne. Le Khalil Bey fait l'origine du monde, c'est lui qui commande à Courbet l'origine du monde, donc les choses se retournent, et puis la dernière époque, c'est l'idée du métissage. Et vous avez dans un des articles, vous montrez comment les femmes, notamment du Maghreb, dont vous êtes spécialiste comme historienne, comment les femmes retournent la situation qui a pu leur être faite pendant des siècles. Pourquoi est-ce que c'est aussi délimité que ça ? Comme on l'a dit, c'est une histoire monde, c'est une histoire sur 6 siècles, sur 5 continents. C'est un livre grand public aussi, hein. C'est un livre qui s'appuie en fait sur un champ historiographique maintenant très important. Il y a 30 ans de recherche derrière nous, donc évidemment il y a de très nombreux travaux extrêmement spécialisés, et donc l'objectif c'était aussi de produire un livre grand public. Donc ça nécessite aussi de mettre un certain nombre de bornages chronologiques, d'être assez pédagogique dans la manière dont on aborde les choses, alors quitte d'ailleurs à crisper certaines ruptures éventuelles, etc. Parce que évidemment, quand on fait un livre grand public sur un espace géographique si large et un temps chronologique si long, évidemment, on n'est pas exempt de rigidifier un certain nombre de choses qu'on aurait peut-être voulu montrer de manière plus subtile. Mais je pense que c'est vraiment utile, en fait, pour le lecteur ou la lectrice, d'avoir comme ça des grands moments qui permettent de comprendre en même temps les ruptures et en même temps les récurrences. Parce que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le continuum, en fait, entre ce qui est mis en place par les premiers colonisateurs à l'époque moderne, les seconds colonisateurs à l'époque contemporaine et les néocoloniaux aujourd'hui, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la fascination à la domination? Autrement dit, notamment le monde artistique, complètement fasciné par l'exotisme. Je pense que la rupture, là, elle est tout à fait évidente. Elle se fait dès le début du 19e siècle, quand les Européens, puisque nous parlons essentiellement des Européens, décident de passer des occupations restreintes aux occupations totales.
et de s'installer de manière beaucoup plus importante dans les territoires colonisés, y compris d'ailleurs en mettant en place de véritables sociétés coloniales. Ce qu'il n'y avait pas en fait avant dans les premiers empires, parce que les Européens étaient peu nombreux, qu'ils cohabitaient nécessairement, notamment avec les colonisés, mais particulièrement les femmes, ce qui avait donné d'ailleurs les premières sociétés de métissage. Et que du coup, il n'y avait pas vraiment de société blanche en réalité jusqu'au XIXe siècle. Et donc au XIXe siècle, on s'installe de manière durable, le pense-t-on en tout cas, et on met en place cette occupation totale. Et l'occupation totale, elle nécessite de mettre en place des frontières raciales beaucoup plus importantes. Aux États-Unis, la Color Line, etc. par exemple. Puis aussi, il faut dire que c'est le siècle de l'invention du racisme scientifique, qui n'existait pas, bien évidemment, dans les périodes précédentes. Et on parlait de la manière dont ça se met en boucle, c'est-à-dire que l'homme colonial est bien content de profiter de ce lupanar généralisé qu'il organise, parce que le féminisme monte également de l'autre côté. Je vous lis, hein. La correspondance privée des hommes du XIXe siècle, particulièrement dans les milieux littéraires, nous renseigne d'ailleurs sur le développement de cet érotisme dans les sociabilités masculines de l'époque. Ainsi, les lettres d'Égypte de Gustave Flaubert, où ce dernier raconte à son ami Louis Bouillet, dans un langage d'une grande crudité, les nombreuses relations sexuelles de son voyage en Orient, 49-50, 1800. Nous sommes maintenant, mon cher monsieur, dans un pays, la Basse-Égypte, où les femmes sont nues, et l'on peut dire avec le poète comme la main, car pour tout costume, elles n'ont que des bagues. J'ai baisé des filles de Nubie qui avaient des colliers de piastres d'or, leur descendant jusque sur les cuisses, et qui portaient sur leur ventre noir des ceintures de perles et de couleurs. En se frottant contre elles, cela vous fait froid au ventre. À la littérature, privée au public, s'ajoute et parfois même accompagne une importante iconographie, vous le disiez il y a une seconde, qui constitue l'autre grand corpus de l'érotisme colonial au XIXe, la peinture, quoique réservée alors à un cénacle de privilégiés, et l'un des supports majeurs de son expression. Hein, voilà ce que vous dites. Ça, c'est une des dimensions de cet érotisme exotique. Il y en a une autre, c'est qu'il y a les zoos humains, qui est une pratique qui se développe complètement à l'articulation des 2 siècles, avec les expositions universelles, et on fait jouer à des nègres, entre autres, à des Kanaks ou à des Kanaks, à des Asiatiques, à des Maghrébins. Écoutez voici la bande-annonce de Sauvage au cœur des zoos humains, Pascal Blanchard, Bruno Victor Pugédé. C'est un documentaire qui date de décembre 2017. On est allé les chercher au bout du monde, pendant plus de 100 ans, du milieu du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale. On les a réduits à l'état de bêtes curieuses, dans des zoos humains. Les humains ont vu partout sur la Terre la même chose, ont porté le même regard sur près de 35 000 exhibés. Au total, au 19e et au 20e siècle, c'est près de 1,5 milliard de visiteurs. Des êtres humains exhibés par d'autres êtres humains. Dans des jardins d'acclimatation, des cirques, des théâtres, des salles d'anatomie. Des expositions coloniales et universelles. Ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux. Et donc c'est extrêmement dérangeant. En même temps, il y a eu un conditionnement tel que c'était extrêmement compliqué d'y échapper. Des enfants, des femmes, des hommes ont été mis en scène pour promouvoir la hiérarchisation des races, justifier la colonisation du monde. Commentaire ? Oui, je dis ça aussi. Commentaire à part Abdelmadik dans le film. Hein. Ça aussi, c'est de l'image. Je veux dire que, en fait, les 2 grands supports de la propagande coloniale au sein des milieux populaires, c'est d'un côté les images fixes, particulièrement la photographie, la carte postale, puis le cinéma à partir de l'entre-deux-guerres, qui devient le média de masse. Mais c'est aussi, je dirais, ces spectacles ethnographiques, entre guillemets, qui circulent énormément en Europe. Et pas seulement en Europe, dans le monde entier. Et du coup, tout ça acclimate l'idée de la différence raciale, acclimate les stéréotypes et participe en fait d'une pérennisation de ceci, parce que ça a été diffusé tellement massivement et avec une force tellement inouïe que ça nous a complètement traversé
individuellement en ce tant que que dit- personne et collectivement en tant que société. Ce que dit très bien Pascal Blanchard d'ailleurs, parce que Pascal Blanchard dit à l'époque, il était normal que quand le facteur passe, le petit gamin reçoit la carte de l'oncle ou du frère qui est parti dans les colonies. Et sur cette carte postale, et la France était particulièrement les French postcards, on les appelait à l'époque, étaient connus pour montrer des photos de filles nues. De femmes nues. Des colonies. Des colonies. Évidemment. Évidemment des Parce colonies. que Donc, c'est le prétexte ethnographique qui fait que les lois sur la censure et Autorise, l'obscénité ne absolument. s'appliquent pas. Donc ça permet en fait de effectivement pouvoir envoyer des femmes plus ou moins dénudées. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus les femmes sont dénudées, complètement même parfois, avec effectivement au dos de la carte ou sur la carte même des indications qui ne prêtent aucunement à confusion sur la nature du rapport de subjugation. Et effectivement, on les envoie dans les métropoles coloniales à n'importe qui, y compris, je le signale, à des mères et y compris à des fiancées, voire à des épouses. Parce que précisément, et je pense notamment à l'une des photographies que j'aime le plus dans le livre, qui est une photographie d'une Ouled Naïl au sein nu, sur lequel l'homme a écrit « N'en soyez pas jalouse ». Et précisément parce qu'on voit bien que les femmes ne sont pas inscrites dans le même registre de féminité. Et que même si cet homme avait une relation éventuelle aux colonies avec cette femme, son épouse ne devrait pas en être jalouse parce que ce n'est pas une vraie femme. Et c'est ce que dit aussi Maupassant dans sa célèbre nouvelle Alouma. Il dit on ne peut pas aimer ces femmes-là parce qu'elles ont un cœur trop rudimentaire. Donc on est bien dans cette logique qui fait que effectivement on peut envoyer des cartes postales vraiment dans des milieux et à des personnes pour qui ça nous paraîtrait aujourd'hui tout à fait impossible. Donc nous sommes en Afrique, les hommes, avant que ce soit complètement colonisé, donc que les femmes blanches arrivent, les hommes ont tous les droits, et notamment ont tous les droits de possession. On peut aussi penser à l'esclavage aux États-Unis, etc. Mais les hommes ont tous les droits de possession. Et il y a notamment une catégorie qui est assez singulière que vous signalez, c'est la catégorie de la ménagère. C'est-à-dire la femme qu'on met à côté qui est à la place, qui tient presque le rôle. Et vous dites ceci, cependant, couplé à une moralisation sexuelle croissante des espaces colonisés et à un embourgeoisement de plus en plus évident des classes populaires blanches, notamment en termes de modèle conjugal familial, le statut de la ménagère se modifie radicalement. On est à la bascule du 19e et du 20e. En effet, d'institutions fortement recommandées par les instances coloniales tout au long du 19e, cette dernière, comme symbole d'un concubinage interracial désormais presque unanimement condamné, rétrograde et bien qu'encore tolérée à la marge, se voit officiellement interdite dès le début du XXe siècle dans l'Empire allemand d'abord, puis dans l'Empire britannique, l'Empire belge, etc. Et enfin, l'Empire italien. L'Empire italien. Donc à la fin du 19e, c'est vrai que là on bascule dans la prostitution, dans l'organisation systématique de la prostitution. Alors on remarque à ce moment de la conversation, que c'est la femme qui est la première victime, même si l'homosexualité, la pédérastie, etc., a pu être utilisée aussi pour le colon blanc, c'est aussi arrivé. Et puis on remarque, deuxième chose, c'est que le mot race est largement utilisé dans toute cette affaire. Donc il y a la race inférieure et il y a la race suprémaciste, la race blanche. Bien sûr, et à l'intérieur des races inférieures, il y a aussi une hiérarchie. Parce que tous les colonisés ne sont pas évidemment considérés et traités de la même manière, avec évidemment le stigmate très ancien, qui remonte d'ailleurs aux premières colonisations, qui est le stigmate de l'esclavage. Notons que, bien sûr, dans l'histoire de l'esclavage, de manière générale, il n'y a évidemment jamais eu que des esclaves noirs. Dans l'Antiquité, on savait qu'il y avait aussi beaucoup d'esclaves blancs. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, à partir de l'époque moderne, il va y avoir une sorte de synonymie qui va s'installer progressivement entre le fait d'être esclave et le fait d'être noir. Et du coup, cette synonymie, elle va structurer ensuite les empires contemporains et placer les populations noires. Et je dis les populations noires et pas seulement les populations africaines, parce qu'on observe aussi des choses extrêmement graves, par exemple en Océanie.
auprès de populations qui ont la peau noire et qui ne sont pas africaines, comme par exemple les Maoris, les aborigènes ou certaines populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Donc il y a une hiérarchie en fait entre les colonisés eux-mêmes. Et puis bien sûr, cette hiérarchie, elle est très utile aux colonisateurs parce qu'elle permet de diviser pour mieux régner. Et donc, évidemment, on joue de ces divisions pour continuer à assurer la domination. Et cette hiérarchie, elle conduit aussi à des stéréotypes qui vont figurer des types de femmes. Et c'est intéressant parce que ces types de femmes, on les retrouve toujours aujourd'hui, qui sont caractérisés en général par un ou deux mots. Donc la maghrébine, par exemple, est associée évidemment au fantasme de harem, donc à la sexualité lascive, mais un peu décadente. La femme noire est toujours assimilée à la sauvagerie, à la chaleur de ses besoins et désirs. Et puis la femme asiatique est toujours assimilée à la soumission sexuelle. Alors tout ça, bien sûr, n'a pas grand rapport avec la réalité de ces femmes, évidemment, mais on voit qu'on catégorise d'une certaine manière les femmes en fonction d'une hiérarchie qui est en même temps une hiérarchie physique, une hiérarchie psychologique et une hiérarchie aussi émotionnelle et sexuelle. La stigmatisation, Vénus noire, Abdelkechiche, sorti en 2010, on est au début du 18e, une femme noire venue d'Afrique est livrée en pâture au public londonien dans des foires. C'est celle qu'on a surnommée la Vénus Hottentote. Extrait. You are about to witness a truly remarkable phenomenon. Ladies and gentlemen, I give to you the Hottentot Venus! C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cette Hottentote et l'orang-outan. Soumise. On dit que vous êtes une princesse. C'est vrai? Approchez, messieurs dames! Allez! Dépassez votre jeune! Gay spiel met fille. Vénus Hottentote! On voit bien l'exploitation. Hein. Quand est-ce que les choses vont se rééquilibrer? Donc on passe en fascination, domination, décolonisation. Quand est-ce que les choses vont se rééquilibrer? Alors que au moment des guerres de décolonisation, le viol devient une arme de guerre. Oui, bien sûr. Notamment en Algérie. Bien sûr, mais pas seulement. Mais pas seulement. En fait, ça commence à se rééquilibrer avant. Je pense que la rupture la plus importante au XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que pour la première fois, il y a un nombre très conséquent d'hommes issus des empires coloniaux qui viennent combattre en fait sur le sol français. Et je dis des empires coloniaux parce que comme plusieurs nations européennes sont mobilisées, évidemment, c'est une guerre mondiale, eh bien, chacune d'entre elles utilise évidemment des troupes qui viennent de son empire. Donc, évidemment, pour la France, des Maghrébins et des Subsahariens essentiellement, mais par exemple, pour les Britanniques, des Indiens. Donc, tous ces hommes vont se retrouver, en fait, ici, en France. Et le fait de pouvoir les voir réellement, d'entrer dans des interactions concrètes avec eux, fait basculer une première fois, je pense, l'image qu'on se fait d'eux et peut-être fait reculer un court temps un certain nombre de stéréotypes. Et c'est aussi le moment où on va voir la naissance des premiers couples mixtes en métropole, parce qu'il faut imaginer que dans les territoires colonisés, le couple interracial est quasiment impossible. Parfois impossible parce que la loi l'interdit, et si la loi ne l'interdit pas, les usages coloniaux, mais pas seulement coloniaux, évidemment, l'empêchent. Mais en métropole, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est possible. Et on voit que c'est important, et on voit que ça se renverse, par exemple, au travers de la censure militaire des correspondances qu'envoient les soldats issus de l'Empire français dans leur pays d'origine. Cette censure, elle marque notamment les courriers où il y a des images sexualisées de femmes blanches. C'est très intéressant. Ou des courriers
où l'homme explique qu'il a une relation sexuelle, amoureuse et éventuellement conjugale, puisqu'il y a des projets de mariage, avec des femmes blanches. Et on voit là que dans la vraie vie, si j'ose dire, ces couples existent. Ces couples sont racontés par les hommes, en l'occurrence issus des colonies, qui sont heureux de pouvoir dire à leur famille qu'ils ont trouvé une femme qu'ils aiment, ou à un camarade qu'ils ont réussi à avoir une relation sexuelle avec une femme blanche, qui est un impensé absolu des colonies. Et que fait la censure militaire? Elle censure. Et notamment, elle censure les images définies comme pornographiques. Et les images pornographiques que ces hommes envoient, évidemment, ce ne sont pas des images de femmes colonisées, parce qu'eux aussi, ils sont dans une projection érotico-exotique de l'autre, et donc ils envoient des femmes blanches. Donc on voit qu'à partir de ce moment-là, ça commence en fait à se... non pas se renverser, mais en tout cas qu'il y a une forme de rééquilibrage, et que l'autre aussi, celui qu'on considère comme l'autre, construit aussi son autre, et son autre féminin, avec évidemment toute une fantasmagorie, un érotisme autour de la femme blanche. Je vous lis, le viol délibéré et systématique fut considéré comme un moyen de briser une population, en Algérie comme au Maroc, en la frappant là où elle était le plus susceptible de souffrir, l'honneur. Un témoin décrit ainsi la pratique du viol dans une mechta d'un village du Constantinois. Dans un gourbi isolé, un vieux sergent-chef de retour d'Indochine est très content d'en avoir fait voir de toutes les couleurs au Niakwe, expression vietnamienne désignant à l'origine les gens du peuple, interroge une jeune femme. Où sont les hommes du village? Silence. Et si elle cachait une arme sur elle, la garce. La fouille au corps était une consigne obligatoire. Certains officiers indiquaient même qu'il fallait toucher le sexe afin de s'assurer qu'on n'avait pas affaire à un félaga déguisé en femme. Comme l'écrit Pierre Leliette en 1961, il a pris la femme dans ses bras, elle est debout, sans vêtements, sauf son collier, plus que nue devant lui, mais comme au-delà de la honte déjà et paralysée, il la couche sous lui. C'est l'intérieur de ce grand corps blanc qu'il fouille, de toute la fiévreuse fureur de son grand corps de singe. Il n'a même pas ôté ses équipements. La boucle de métal de son ceinturon défait, déchire le ventre pâle de la jeune femme. Elle, inerte, toute blanche, les yeux fermés, semble attendre seulement que son supplice ait pris fin, jambes ouvertes. Je prends le sergent par le col, mais ça le rend fou, cette inertie. Remuement frénétique. C'est presque un cadavre qu'il couvre. Il râle, il multiplie ses soubresauts, fait claquer la peau de son ventre. L'horreur. L'horreur qu'il faut bien entendre. Et c'est vrai aussi pour les générations qui arrivent. Et à propos de l'Algérie, écoutez ce que disait Marc Garanger. Marc Garanger, que vous citez dans votre livre, et qui à l'époque a été obligé, comme photographe, de dévoiler ces femmes pour leur tirer le portrait. Passez-moi la trivialité de l'expression. Il a réalisé plus de 20 000 portraits en noir et blanc de ces femmes algériennes qui étaient évidemment sous la contrainte. C'est un viol sur tous les plans. C'était un viol militaire, policier, culturel, religieux, et c'était la fin de la guerre. C'était la fin de la guerre. C'est pas du tout la même période que vous avez connue. La France disait on a gagné, entre parenthèses, on a gagné quoi, puisque il n'était pas question que ce soit la guerre. Et on est dans la phase de pacification, disait l'armée. Et la pacification, c'était quoi? C'était raser les fermes isolées des fellahs dans le paysage pour obliger ces mêmes fellahs à reconstruire leur propre mechta avec de la terre autour des postes militaires français, le tout cerclé avec des barbelés, pour faire ce que la France appelait à l'époque des villages nouveaux ou villages de regroupement, et qui n'étaient rien d'autre que des camps de concentration de population civile. Et quand ces camps ont été faits, le commandant a dit maintenant, il faut que chaque civil ait une carte nationale d'identité française, tout ça quelques mois. Et voilà bien le viol symbolique. Quoi. Voilà. Et comme il n'y avait aucun photographe civil dans le coin, tout naturellement, le commandant a dit, c'est Garanger qui va faire ça. Et Garanger fait de la photomaton avec toutes ces femmes. Et en 10 jours, j'ai photographié 2000 personnes. 2000 photographies. Il était avec la romancière Bessora et Monsieur Fogel, mort aujourd'hui, qui est un des soldats français qui a reconnu avoir assisté et voire torturé, qui a assisté à des séances de torture. Pour essayer de terminer cette possibilité d'être curieux de ce livre qui est extrêmement important dans ce qu'il dit. Je voulais
qu'on parle de ce qui existe aujourd'hui, de la manière dont l'art a retourné la situation, dont un certain nombre d'artistes, notamment du Maghreb, retournent l'imaginaire, retournent les fantasmes, etc. Et je lis ceci aussi dans la postface de Leila Slimani. On ne devrait pas pouvoir parler du voile de Trump, du tourisme sexuel dans les pays du Sud, du grand remplacement, des violences policières à l'égard des Noirs, des migrants ou du Nouvel An 2015 à Cologne, sans avoir lu le texte qui précède. Il nous démontre avec brio que nous sommes les héritiers de siècles de représentation et de construction culturelle de l'autre, et que notre présent, celui de la mondialisation, du métissage, du post-identitaire, n'a pas résolu les antagonismes du passé, mais les a seulement digérés et transformés. Retracer la généalogie de l'autre est un exercice titanesque, à la fois bouleversant et révoltant. Voilà ce que dit Leila Slimani. Et aujourd'hui, on reste marqué, le tourisme sexuel. Quand Trump dit que les Mexicains sont des violeurs, c'est l'héritage direct des 5 siècles que vous décortiquez dans votre livre. Comment tout cela peut-il finir par s'apaiser? Par la culture, par l'art, par la politique? Par la pédagogie aussi. Je pense que c'est très important en fait de faire des livres grand public parce qu'encore une fois, il y a déjà des centaines d'ouvrages spécialisés qui traitent de cette histoire, mais il faut pouvoir ouvrir d'abord une fenêtre de débat public sur ces questions-là, un pont, je pense aussi, entre les anciens pays colonisateurs et les ex-pays colonisés. Et puis, il faut être dans une grande entreprise de réparation. Et cette entreprise de réparation, parce que la réparation au sens le plus noble du terme pour moi, il y a quelque chose qui a été profondément abîmé par ces processus de domination, notamment sexuels. Ça a été abîmé dans les individus d'abord, dans les généalogies de ces individus, mais aussi dans des sociétés entières. Et quand je dis des sociétés entières, je pense aussi aux nôtres. Nos sociétés, notre société, la société française a été abîmée par cette histoire. Et nous devons réparer. Et cette réparation, elle doit prendre toutes les formes possibles. Celle de la recherche, bien sûr. Nous avons fait ce travail de recherche parce que nous pensons que la recherche ne peut pas être en dehors du processus, bien évidemment. Mais la recherche, ça ne peut pas être la seule réponse à ça. Et bien sûr, il y a d'autres types d'expertise, heureusement, d'autres types de colère, heureusement, d'autres types d'émotions, heureusement. Et c'est dans le croisement, en fait, de toutes ces colères, de toutes ces émotions et de toutes ces expertises qu'on peut espérer de manière très pédagogique, très humaine et très respectueuse, parce que c'est vraiment très important de comprendre que c'est une œuvre de respect. Parce qu'on ne peut pas réparer si on ne respecte pas, et on ne peut pas respecter si on ne se considère pas les uns et les autres comme des égaux. Donc tout ça procède d'une dynamique, d'une dialectique et d'une dynamique qui peut-être ne trouvera pas de réponse immédiatement, mais qui, on l'espère, pourra construire dans le futur une meilleure société pour nous tous et nous toutes. Alors je renvoie à un certain nombre d'articles que vous signez, notamment sur Angélique, marquise des Ganges, dire que j'ai regardé ça sans m'en rendre compte, enfin sans me rendre compte de ce que ça sous-tendait, mais j'étais petit à l'époque. Mais vous voyez la différence entre une image violente, choquante qu'on voit immédiatement et une domination systémique qui passe notamment par les grands films de la culture populaire. Qui n'a pas vu la série Angélique, marquise des Anges en France? Personne, parce qu'on la montre tout le temps partout. Et il y a toute une série de stéréotypes qui sont d'autant plus véhiculés qu'ils sont véhiculés précisément en dehors du caractère choquant des images qui ont fait polémique dans le livre. Encore deux choses. Dans un de vos articles, Yasmina Bouziane avait, quant à elle, à travers sa série d'autoportraits photographiques, réinvesti avec force la place du sujet dénié aux orientales dans l'orientalisme, en mettant en scène une femme arabe, elle-même ici, prenant le contrôle de l'appareil photo, ainsi que de sa propre représentation. Autant analyse du présent que réflexion sur le passé, le travail de ces femmes artistes peut aussi devenir réparateur, comme dans les dispositifs de la plasticienne Souad El Messour, qui, partant des cartes postales coloniales de Mauresque au sein nu, les recadre et, ce faisant, en mettant littéralement en lumière leur visage, leur restitue identité et humanité. Donc, respecte l'autre. Je voudrais terminer avec deux choses, parce que je trouvais qu'il y a 10 lignes de la préface que je trouve
psychanalytiquement formidable. C'est parce que l'appel à l'inconscient aussi, c'est vrai que il y a une part d'inconscient quand on et de refouler. Et de refouler. Bien sûr. On est bien d'accord. Tout à fait. Donc Achille Mbembe, qui est historien bien sûr, écrit ceci. Qu'est-ce qu'en effet la colonie, sinon un trou bizarre, un complexe paradoxal dont l'une des caractéristiques est de fournir à ceux et celles qui le désirent un angle absolument direct sur le sexe, ce grand imaginaire d'objet dont le propre est d'éveiller le désir. On rentre dans la colonie comme on tombe dans une trappe d'un corps à l'autre. Le surgissement brutal, la prise de contrôle tantôt perverse et tantôt sadique, le transfert en force, toutes sortes de déjections associées à l'agressivité, au racisme et à la haine de soi, y compris. Pascal Achille Mbembe, et son premier mot, c'est la fonction copulatoire. Voilà, on n'a évidemment pas fait le tour. Je voulais qu'on dise un mot sur cette sculpture de Carpeaux qui a été, qui date de milieu du 19e, 1865 ou 68, je ne sais plus, 68 je crois. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors c'est très important pour moi en fait de finir là-dessus. Et je vous remercie de me donner la possibilité de le faire, parce que vous parliez tout à l'heure d'humanité, et moi je tiens aussi à dire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des femmes qui sont des femmes extrêmement stigmatisées, dont on refuse de reconnaître la parole et qu'on traite systématiquement comme des victimes, les femmes prostituées dans le Maghreb colonial. Et donc là en fait nous avons une esclave, l'esclave Solitude, qui a participé en fait à la libération des esclaves pendant le processus révolutionnaire, post-révolutionnaire. Et donc je trouve ça vraiment important de mettre en avant le fait que même dans les systèmes de domination les plus violents, et on peut dire que la plantation esclavagiste dans la Caraïbe, comme aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs, a été un système de domination d'une violence inouïe. Même dans les systèmes de domination les plus violents, les femmes résistent. Elles résistent comme elles peuvent, avec leurs armes, de manière plus ou moins visible, mais elles résistent. Elles résistent à la domination masculine et elles résistent aussi à la domination coloniale ou esclavagiste. Et donc là, on a un parfait exemple d'une femme résistante, d'une femme libre, qui se libère. Oui, on voit les cordes. Et d'une femme ça s'appelle résistante. Négresse captive. Et Carpeaux avait écrit sous sa sculpture « Pourquoi naître esclave ?» Exactement. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Alors, je vous ai amené une rareté, si j'ose dire. Il s'agit en fait d'un jeton d'un bordel de Saïgon, qui a été offert en fait par un officier à ses soldats. Alors, on ne sait pas... Donc, en fait, la période est un peu... voilà, c'est entre 1930 et 1950. Je l'ai acheté chez un antiquaire à Cannes qui n'a pas su me donner exactement la date. Mais en fait, il a offert ce jeton à ses soldats. Alors, on ne sait pas s'il leur a offert comme cadeau pour qu'ils gardent en mémoire l'Indochine et Saïgon, ou si c'était pour qu'il utilise le jeton dans le bordel en question. Là sont les positions, ouais, les et là, différentes ce sont positions de les la copulation. positions classiques, je dirais, qu'on pouvait avoir dans un bordel. Mais le jeton est très beau. C'était évidemment la monnaie d'échange dans toutes les maisons de prostitution. Et de fait, on peut imaginer que c'est du coup un bordel plutôt de bonne tenue. Il est assez lourd d'ailleurs. Hein. De haut de gamme. De haut de gamme, voilà. C'est un très bel objet. Tiffany Tavernier, qu'avez-vous entendu de votre voisine? Oui, alors là, c'est d'abord beaucoup d'émotions, parce qu'il faut revenir à ça. On parle d'un sujet très grave, dont on n'est absolument pas sorti, selon moi. Moi, c'est vraiment un travail dans ma vie d'essayer de déterrer ce qui en moi a pu être conquis inconsciemment par cette pensée de supériorité, cette pensée de domination, et tous les endroits de mon... Là, je parle vraiment de façon... J'ai absolument aucune légitimité à... Je
suis pas historienne, je suis pas... Mais c'est clair qu'en tout cas, ça vient croiser du fait d'avoir voyagé un peu partout dans le monde. J'ai 50 pays, mais... Et ces 50 pays, ces 50 routes, ces 50 formes de rencontres. Parce que voyager, pour moi, c'est vraiment aller à la rencontre de l'expérience de l'autre. Et de son regard, ça m'interroge, ça vient croiser... Un dernier mot, Christelle Tarot, sur ce livre est énorme. C'est vous qui m'avez dit qu'il pesait 4,5 kg. Il est énorme. Certains l'accusent d'être un beau livre, d'être un trop beau livre. Et c'est vrai que sa lecture n'est pas évidente. Comment est-ce que, vous disiez tout à l'heure, comment on transmet ? Et comment est-ce le rendre accessible aux jeunes générations ? En plus, il est un peu cher, évidemment. Oui, il est un peu cher. Et comment le porter en Afrique ou dans le sud-est asiatique ou... En fait, on étudie des possibilités. Alors, évidemment, ça peut être simplement déjà en faisant des éditions dans les ex-pays colonisés, mais il faut bien sûr que des éditeurs puissent porter ça. Ou ça peut être aussi une manière d'utiliser le numérique en faisant, par exemple, des projets moins onéreux, puisqu'on ne passerait pas par le papier, etc. Et donc, on pourrait, pour des sommes beaucoup plus modiques, finalement, permettre à certains pays, sur certains continents, de pouvoir accéder à des versions numériques moins chères, par exemple. Évidemment, on perd... ce que moi j'aime quand je lis, c'est-à-dire d'avoir le livre entre les mains, de tourner les pages, de sentir leur odeur, d'écouter le bruit qu'elles font. Donc ça, c'est inimitable, évidemment, c'est perdu avec le livre numérique, mais dans ce souci pédagogique qui est de transmettre des savoirs, des connaissances, on peut passer par ce type de projet éventuel et c'est en étude. On continue la conversation avec vous dans une seconde. Moment musical dans cette émission avec Bertrand Burgala, pop disco française un peu vintage, mais vous allez voir des textes qui sont poétiques. On l'écoute dans Les choses qu'on ne peut dire à personne, extrait de l'album éponyme, c'est son 9e album. Musique. Et tous d'inutiles regrets au fond de nos jardins secrets. Et dans leur coin, de vieux remords, 20 ans après, fleurissent encore. Ainsi nos chemins se jalonnent de choses qu'on ne peut dire à personne. À personne. À personne. Fleurs clandestines tirent leur sève, des pleurs qu'on ravale, des vieux rêves. Tout ce que nous sommes seuls à savoir devient le lierre de nos mémoires et donne à l'air le goût d'automne. Des choses qu'on ne peut dire à personne. L'épreuve où l'on s'est trouvé lâche et les tristes courages qu'on cache. On oublie ni ne se pardonne. Les choses qu'on ne peut dire à personne. À quoi servent les vieux regrets que l'on n'exprimera jamais? Pourquoi donc tous ces vains remords reviennent nous accuser encore? Et le cœur peine chargé du poids de ce que l'on doit garder pour soi. Et le cœur peine chargé du poids de ce qu'il ne peut dire même à toi. Même à toi. Même à toi.
Hier, je suis parti à Naples, Nairobi et Abidjan, m'improvisant tour à tour prof d'histoire, chef de produit L'Oréal, femme d'expat militaire, femme d'expat. C'était une première et j'ai été brillante. L'ennui des jours passés à ne rien faire dans la grande maison cernée par les grillages, la peur, la nuit, que des hommes viennent enlever les enfants, la difficulté pour leur faire suivre une scolarité normale, la chaleur épouvantable juste avant la saison des pluies, les coupures d'électricité, la nonchalance des domestiques. Au T2E, Viviane, une ergothérapeute, m'a massé les mains. Il y a 2 ans, elle était directrice d'une moyenne surface. Voilà comment on peut commencer à parler de Roissy, roman publié chez Sabine Vespizer, signé par Tiffany Tavernier. On parlait de quête identitaire de l'autre, et on parlait de que se passe-t-il quand on sait déserter soi-même de ce qu'on est. Et vous avez choisi de poser cette question-là à Roissy, qui est le lieu cosmopolite par définition, et le lieu des gens, le lieu du monde. Qu'est-ce qui vous a fait? Alors, vous dites que c'est un fait divers à l'aéroport de Londres, à Heathrow, mais il y a les mêmes à Paris, à Roissy, il y a ces gens-là. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait devenir une fiction romanesque? Ah ben, dès que j'ai lu cet article, il y a pas mal de temps, qui faisait état de SDF qui se faisait passer pour voyageurs, ça a tilté. Et d'autant plus qu'à la fin de cet article, la personne qui était interviewée, cette femme très élégamment vêtue, tirant une petite valise, annonçait, ou je ne sais pas, affirmait quelque chose de sidérant, puisque le journaliste lui demandait combien de temps comptez-vous rester sur l'aéroport de Heathrow, et elle répond toute ma vie. Elle a 35-40 ans. Et là, je reste... j'aime être sidérée. La sidération, c'est toujours un bon signe pour un départ de roman. Parce que ça signifie que je vais taper dans du très vaste. Et là, il y a plusieurs choses tout de suite qui... déjà, l'idée que des gens se déguisent en nous-mêmes pour disparaître, ça, c'est... Ça interroge les normes, ça va interroger tous les codes, sans que j'aie, moi, à poser un discours politique ou dogmatique. Je vais juste en bon, la deuxième grande question, c'est qui est devenue, c'est comment est-ce possible qu'une personne puisse répondre « je veux rester toute ma vie dans un aéroport ». Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui est-elle? Ceux qui, à Roissy, aujourd'hui, ont passé 18 ou 20 ans comme SDF. Je reviens sur cette idée du SDF, parce que elle n'est pas SDF stéréotype. Hein. Elle n'est pas le SDF qui ne se laverait pas, etc. Au contraire, elle est toujours en quête de respectabilité. Et toujours entre deux mondes, entre les sous-sols puants avec les règlements de compte, entre des SDF beaucoup plus abîmés, beaucoup plus agressifs, et puis les hôtels où elle peut encore faire bonne figure. C'est intéressant ce personnage très paradoxal. Ah, moi j'aime l'idée que quelqu'un nous regarde, c'est-à-dire quelqu'un que moi je ne vois pas. Parce que le SDF, là, ça, c'est un peu un discours, enfin, c'est pas une réponse, c'est une prolongation. Le SDF, de par sa tenue, de son accoutrement, sa position, sa gestuelle, vous savez qu'il est déjà de l'autre côté et vous le regardez comme tel. Là, vous avez quelqu'un qui est SDF, mais qui est l'un de nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas de l'autre côté, vous ne pouvez pas, il est indécelable. Par définition, c'est comme ça qu'il s'intitule. Et donc l'idée que quelqu'un qui fasse partie de la marge et qui appartienne totalement à cette marge et qui la fréquente, je parle des souterrains, qui fréquentent cette marge, soit juste là et que moi je ne puisse pas l'identifier et il est là en ce moment en train de nous regarder, évidemment que ça me fascine et il y a une liberté là qui se pose en lui-même dans ce personnage ou dans ces gens, enfin, le choix qu'ils font de vivre de cette façon. Il y a quelque chose d'inouï qui me dépasse et qui me dépasse et que j'apprécie en même temps, qui me fascine.
Robocop, 70, Titi, Moumoun, Georges, Monsieur Eric, Liam, Joséphine, Josias et même Vlad, j'en suis certaine, ont été traversés par la même pensée. Celle, en échouant ici, d'avoir atteint cette limite au-delà de laquelle plus rien ne peut advenir, si ce n'est le retour sur ses pas ou alors un temps d'arrêt. Parce que s'enfoncer un peu plus, ne serait-ce que d'un seul millimètre, reviendrait à tout perdre. Pour eux comme pour moi, ce monde est notre dernière chance. Le quitter, ne serait-ce qu'une seule fois, ce serait renoncer à tous les voyages, à toutes les identités, perdre en somme le peu de matière qu'il nous reste, rompre définitivement le fil qui nous tient encore en vie, briser la magie par laquelle chacun de nous s'invente, hors la violence du monde. Hors la violence du monde. Oui, hors la violence du monde. Alors là, c'est sociologique. Hein. La réponse, elle est à la fois pragmatique et elle est romanesque. Dans un aéroport, vous avez du chauffage, de l'électricité, de l'eau courante, de la bouffe. Vous avez le monde entier. Et vous avez une certaine forme de sécurité en tant qu'SDF, puisque vous avez, c'est paradoxal, puisque c'est une forme de sécurité qui s'accompagne d'une forme de tyrannie, on va dire. Mais c'est 700 policiers qui vadrouillent 24 heures sur 24 et 1300 caméras. Donc vous n'êtes pas tabassé, vous n'êtes pas violé. Vous n'êtes pas dépouillé en tant qu'SDF, je dis bien. Donc il y a une forme de sécurité qui se joue pour ces 42 SDF qui font partie des permanents de l'aéroport, qui sont repérables par leur accoutrement, et pour les indécelables, parce qu'il y a des castes partout. Il y a 4 castes de SDF dans un aéroport. Donc les indécelables sont ce sont les plus rares, et sont ceux qui ils sont 1 ou 2 ou 3. 2 ont été décelés après 4 ans d'enquête de 2 ethnologues entre 2004 et 2008. Donc on est sur vraiment une infime partie. Mais voilà, on est dans un aéroport, il y a quelque chose qui se joue. Voilà, il y a de la bouffe, vous avez du chauffage. Déjà, il y a quelque chose et il y a une forme de sécurité. Après, moi, je pose un personnage là parce que les aéroports me fascinent, dans le sens où ils à eux-mêmes, bon, je les ai fréquentés presque toute ma vie, et puis le monde entier, il circule, toutes les castes, toutes les catégories sociales, toutes les langues. Il y a une sorte de tour de Babel, et il y a une concrétion, une effervescence d'émotions, d'appels, de retours. Il y a quelque chose qui se passe dans ce non-lieu, qui est de l'ordre, effectivement, qui est de l'ordre du vertige de nos existences, de notre monde, qui raconte tellement de choses sur ce que nous sommes. Le sujet a été imaginé au cinéma, hein, bien sûr. Rock Stepanik, en 2000, ça s'appelle Stand By, avec Dominique Blanc, qui décide de rester à l'aéroport après une rupture amoureuse. Elle erre comme Anna dans votre roman et finit par se prostituer. Je peux te laisser un peu seule et te rejoindre un peu plus tard si tu veux. Tu comprends pas que je t'aime plus, merde. Pas le droit de dire ça. Moi je pars, toi tu restes. On n'a plus rien à faire ensemble. Tout ce qu'on allait faire ensemble, on l'a fait. Après ce gamin qui a même pas été foutu. Si je peux vous aider en quelque chose, vous me dites. Pourquoi? Juste pour vous aider. Juste pour te dire qu'on est bien arrivé. Le voyage a été un peu lent, mais ça va. Oui, c'est sublime ici. J'aimerais beaucoup vous ausculter. Une consultation un peu particulière. Mais je vous paierai pour ça. Pour ce qu'on vient de faire, c'est 500 francs. Hélène! Et à quoi t'es passé à faire le tapin? À faire sauter à droite, à gauche? J'arrive pas à le croire. Devant, derrière, mais je préfère par devant, comme ça je vois bien leur tête, c'est beaucoup plus drôle. Voilà une manière de dire par le cinéma la situation qui est celle de votre héroïne, de votre personnage. Toujours mentir, toujours s'inventer un monde, toujours marcher pour éviter les centaines de policiers et de surveillants et les 700 caméras. Je crois que dans votre livre, vous dites qu'il y en a 700. Comment on peut sortir indemne? Alors, on va venir dans une seconde sur ce que vous imaginez, mais comment est-ce qu'on peut sortir indemne de ça? Pour vous, et c'est le deuxième aspect de la question, pour vous qui avez passé des mois à Roissy, quitte, j'imagine, à un moment, vous sentir dans la position de votre personnage, c'est-à-dire peut-être avec l'envie de rester là.
Mais pas au sens... l'envie triste de rester là, l'envie mélancolique de rester là. Pas mélancolique. Parce que je pars d'une grande faille, je pars avec quelqu'un qui est fracassé. C'est important de le souligner. Et là, c'est même nécessaire. Je pars avec quelqu'un qui a perdu l'intégralité de sa mémoire autographique. Je pousse le curseur de la question de l'amnésie, mais l'amnésie, attention, c'est une amnésie qui ne concerne que sa mémoire autographique. Donc, je pousse le curseur au maximum de la question du qui suis-je. À partir du moment où j'ai perdu toute mémoire de ma vie. Et s'installer dans un aéroport en ayant perdu la mémoire de ce que nous sommes, de tout ce que je suis, c'est absolument pas mélancolique. C'est une expérience extraordinaire. C'est un risque aussi. C'est bien sûr que c'est un risque. Il y a quelque chose de l'ordre d'une... J'ai passé des mois, je ne l'ai pas perdu en plus ma mémoire, donc je me suis mise dans cet état. Mais il y a quelque chose dans cette virginité, dans cette blancheur de totalement effrayant, mais au sein même de cet effroi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se joue. Car vous n'êtes plus du coup amené à regarder le monde depuis les préjugés qui vous ont façonné, depuis l'identité qui vous a façonné, la géographie qui vous a... Votre regard est totalement ouvert. Alors là, ce n'est pas la réponse parce qu'on ne peut pas juste découpiller la mémoire, et ce n'est pas du tout le but. Mais il y a un moment donné dans cette mémoire, le monde s'offre à vous de façon extraordinaire. Et il n'y a plus de catégorie. Il n'y a plus de supériorité, d'infériorité. Vous êtes véritablement, alors là, dans une zone d'équilibre total. Vous êtes dans de l'existence. Et il y a quelque chose... C'est pour ça que la question de cette survie somptueuse devient compliquée et complexe. Parce que, et oui, elle s'accompagne d'effroi. Oui, elle s'accompagne d'une nécessité de survie de tous les instants, de toutes les secondes. Mais en même temps, elle offre à Anna quelque chose de magnifique. Elle renouvelle un contact à l'autre et à ce qu'elle est elle-même, évidemment, de sublime. Littérature, niveau de lecture. La documentation, on vient d'en parler, vous avez passé des mois à Roissy pour écrire sur le sujet, mais on a des niveaux de lecture différents, c'est-à-dire qu'on a à la fois les écrits délirants de l'un des SDF qui confie ses textes à Anna. Et puis de temps en temps, on a une ligne qui se promène, Sob, South on board, nombre de personnes à bord, y compris l'équipage des bébés. Oui, l'équipage et les bébés, pas l'équipage des bébés, l'équipage et les bébés. Ou plus loin, bunker, lieu où sont détruits les bagages de soute qui, après les différentes étapes de contrôle, sont suspectés d'avoir un contenu douteux. Ou plus loin encore, un château Yquem vendu à un château Yquem 1996, vendu à 2000 € la bouteille, qu'achète un Asiatique parce que sa sœur fait de la mayonnaise. Tout ça, c'est vrai. Oui, tout ça, c'est vrai. Oui, là, je me suis régalée. C'est mon travail scénaristique qui m'a appris depuis belle lurette que la réalité vous offrait souvent des cadeaux somptueux. Donc, je ne me suis pas gênée. Et effectivement, j'ai été plus que bien servie en enquêtant sur les lieux mêmes et vraiment en interrogeant chaque corps de métier et en me baladant et en signant dans l'aéroport. Après... toutes ces langues, il fallait que je trouve une langue pour cette polyphonie, pour ce monde qu'est Roissy. Et ce monde de Roissy, il y a pour moi pas... Enfin, c'est à la fois des carnets délirants d'un vrai SDF et en même temps prophétique, parce que pour moi, les prophètes d'aujourd'hui, ce sont des SDF, certains SDF qui hurlent. Obsédés par les vols à 1000 €. Voilà, obsédés par les vols, par ce flux, par ce reflux qui nous demande d'arrêter immédiatement tout mouvement. Et puis, vous avez la langue de l'aéroport, le jargon qui est génial. Donc, il fallait que je lui rende hommage. Après, vous avez les pubs, vous avez les annonces sonores, les messages sécurité, les badges. Les personnages, les bribes de voyage qu'on vous raconte. Donc, vous baignez dans des bribes que constitue le monde d'aujourd'hui, qui interroge le monde d'aujourd'hui. N'est-il pas temps de tout quitter, rejoindre la ville, dire au premier venu « je ne sais pas qui je suis, aidez-moi » ? Plusieurs fois, j'ai été tenté de le faire. Je suis même allé jusqu'à attendre le RER sur le quai. Mais à chaque fois, au moment d'y monter, mon corps s'y refusait, comme s'il savait que j'allais à une mort certaine.
Bon, voilà, ça c'est Oui, j'aime. c'est sa décision. Hein. Oui, c'est une décision parce sa mémoire est revenue depuis qu'elle a posé le pied dans Roissy. Donc elle a une mémoire de quelques mois. Vierge, mais néanmoins quand même emplie de quelques mois d'existence. Et il y a quelque chose du superstitieux, quand il vous arrive des fracas d'une telle ampleur, l'idée même de sortir de l'aéroport, elle se demande si tout ne va pas à nouveau, si elle ne va pas tout perdre à nouveau, si tout à nouveau va... Voilà. Donc Roissy forme en ça une bulle, une sorte de protection de corps, de retour à ce peu qu'elle est. Et elle a une seule peur, c'est que ça vole de nouveau en éclats. Je suis un trou qui abrite un saccage. Quand est-ce qu'il va le comprendre? À l'intérieur de moi, les avions se fracassent, les corps tombent dans des puits, les maris tournent comme des lions en cage, les femmes hurlent en silence, les voitures valsent, mais il est hors de lui. S'il n'avait pas été là, les mots s'étranglent dans sa gorge. Anna, je veux qu'on arrête là. Bon, voilà, mais c'est elle qui se décrit telle qu'elle est, dans ce trou dans lequel elle tombe. Je voudrais vous lire quelque chose, parce que je trouve que c'est extrêmement cinématographique, et on terminera, si vous voulez bien, cette conversation avec votre façon de faire du cinéma. Donc, à un moment, Anna va rencontrer quelqu'un qui peut éventuellement la sauver. Vous laissez la porte ouverte à la rédemption à la fin de votre livre. Et Luc est quelqu'un qui a perdu son épouse dans le vol Air France 455, me semble-t-il, le Rio-Paris, qui a disparu au milieu de l'Atlantique. Et Luc vient tous les jours à la porte des arrivées attendre celle qui ne reviendra plus, puisque l'avion a craché. Et là, donc, à un moment, Anna emmène Luc au bord des pistes, et là, mais comme tétanisé, il n'avance plus. Dans un fracas proche de la nuit, l'avion s'apprête à toucher terre. Je me retourne, lui crie une seconde fois de me rejoindre. Il faut qu'il voie cela, qu'il entende cela, ce moment précis où les roues, dans un vacarme assourdissant, heurtent de plein fouet le sol, et où la terre sous les pieds tremble. Explosion du monde, furie du monde, la terre, nos corps, le chagrin de nos corps, percutés, scindés, freins, crissement des freins, gerbe de neige qui s'élève dans tous les sens, ce que j'aime, ce que je l'aime, ce tumulte furieux, et lui, comme envoûté, s'avançant enfin, s'accrochant à la grille pour se mettre à crier son nom, Catherine, tandis qu'en bout de piste, dans un rugissement qui n'en finit pas, le Boeing disparaît dans un tourbillon de glace. Là, on a la scène que vous avez écrite, quoi. Ah oui, là, celle-là, je l'ai vraiment... j'aimerais la voir, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que l'atterrissage d'un avion, il y a quelque chose d'inouï qui s'opère, tant dans le fracas que dans la vision. Et ben, je me laisse dire, je me laisse aller, je me laisse penser que ça peut effectivement faire sauter des zones de forteresse, comme sa zone à lui, et que tout d'un coup, c'est le premier cri de sa douleur qui advient par le fracas de l'arrivée d'un avion. Luc, et enfin, je ne dévoile rien en disant qu'Anna a sans doute un autre prénom qui est Maude. Elle en a beaucoup. Elle en a beaucoup. Ouais. Parlons cinéma. Comment est-ce qu'on... Parce que là, on voit bien qu'il y a la possibilité d'une scène, mais comme scénariste, comment est-ce que vous faites la part des choses entre la romancière et la scénariste? Comment est-ce que, au niveau de l'agencement des mots, comment on fait la part des choses? Alors là, vraiment, quand je suis dans un roman, dans l'écriture romanesque, je suis assez loin de l'univers cinématographique. Je suis beaucoup plus proche d'une musique. Je cherche une langue, il y a un rythme, une couleur. Je cherche vraiment une adhésion avec l'émotion. Là, ici, c'est Anna que je ne perds jamais d'un fil, et de ces rencontres et de cette traversée qui s'opère dans ce monde gigantesque. Donc, je dois continuellement, et j'aime ça, je deviens une sorte, je suis obsessionnelle là, dans les mots et dans le choix des mots, dans l'effet qu'ils peuvent
comment il sonne et comment la phrase sonne. Donc là, c'est mon écriture romanesque, c'est vraiment quelque chose de très charnel, de très sensuel. Dans une écriture cinématographique, je suis dans un autre état. D'abord, je sers un metteur en scène. Donc j'écris généralement avec un metteur en scène. Donc je sers son univers. Et je vais servir un univers visuel. Donc il ne s'agit pas, moi, par le mot, de déclencher la vision. C'est tout l'inverse. Je vais essayer d'amener et de susciter le visuel. Donc on est sur une autre... La preuve par Ça commence aujourd'hui, ça tombe bien, c'est un film qui a été fait en 1999, qui a été fait par votre père. Hein, mais vous avez aidé dans le film, donc... J'étais scénariste avec Dominique Sampiero et j'ai été également assistante. Donc, première assistante. Voilà comment vous mettez les mots. Regardez, c'est le film annonce, Ça commence aujourd'hui. Torreton est un directeur dans le nord de la France qui essaie de prendre fait et cause pour les enfants qui sont tous, la plupart du temps, en situation de précarité sociale, économique, évidemment. Il faut vous lever le matin, il faut vous forcer à vous lever, c'est important. Il faut le conduire à l'école. C'est pas un passe-temps, la maternelle. Moi, votre Joël, je lui apprends les bases de la lecture et de l'écriture. S'il fait une bonne maternelle, après, il s'en sortira mieux à l'école primaire. Il prendra pas de retard. À mon avis, elle était ivre. Et nous, on est très embêtés parce qu'on se retrouve avec une gamine de 5 ans sur les bras. Enfin, je vous l'ai déjà dit, Daniel Lefebvre, directeur de l'école Léo Lagrange à Hernin. Madame Henry. Ces gens-là, tu leur files une aide, ils achètent avec des paquets de bière et du gros bouchon. Non, attends, ces gens-là, comme tu dis, ils ont un bébé et une petite fille de 5 ans. Et t'as vu où ils vivent? Moi, j'ai envie de toucher d'autres publics. De montrer mon travail dans des usines, des écoles, des quartiers défavorisés. Ouais, pratiquement tous les gamins que j'ai sont en difficulté. La société, elle implose. Alors excuse-moi, mais voir une poignée de directeurs qui se réunissent autour du grand chef pour écouter la bonne parole... On récupère des millions sur le dos d'une population hyper défavorisée. On se décharge sur les associations pour s'occuper de toute cette merde. Il y a 2 gamins dans mon école, 2 gamins que vous venez priver de cantine, j'en fais quoi? Calmez-vous, monsieur Lefebvre. Je les emmène au McDo et je demande une fiche? On ne vous demande pas d'être un agitateur, on vous demande d'être un médiateur. On en jette la moitié à la poubelle, puis avec les autres, on regarde ce qu'on peut faire. Seulement, la poubelle, elle va nous péter à la gueule, parce qu'elle n'arrête pas de grossir, la poubelle. Toujours ces univers qui vous fascinent, toujours ce que je disais tout à l'heure, les marges ou les ambiguïtés. Je prends un autre de vos romans, là, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive à ce moment-là, mais c'est À table. Alors là, pour le coup, c'est dans un autre contexte. Un rapport amoureux qui risque de dégénérer dans la soupe. Quoique, oui, mais toujours quand même, mes personnages, à un moment donné, se trouvent. Alors, dans À table, elles se trouvent dans un endroit un peu particulier et de façon... Mais se trouvent, oui. Il y a quelque chose de l'ordre de personnes qui étaient en déshérence, qui s'étaient désertées, qui ne s'étaient pas trouvées et qui se retrouvent plongées dans une géographie qui généralement ils ne maîtrisent pas et qui arrive un peu par hasard. Et dans l'exploration de cette géographie se trouvent et se refaçonnent. Dernière question sur quand vous allez en Inde, quand vous avez 17 ans, vous allez dans la rue en Inde. Et voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez encore aller dans la rue ? Enfin, autrement dit, avoir cette curiosité-là, cette possibilité de vous décaler à ce point de ce que vous étiez et d'où vous veniez aujourd'hui à votre... Pour moi, c'est juste une prolongation. Comment je peux aller dans la rue ? Je parle. Aller dans la rue, pour moi, c'est parler aux gens, parler au SDF, parler à la nana qui attend son bus. C'est une expérience de vie, tout simplement. C'est une prolongation de Calcutta. Calcutta, ce n'est rien d'autre que la vie ici et là-bas. Donc ici, je continue. Il s'agit justement de ne pas avoir de trajectoire préétablie. Jamais. Pour moi, c'est toujours aller à la rencontre et prendre le temps d'écouter, de parler, donc d'être dans l'expérience. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui. Alors, je me suis embêtée quand même pour l'amener, donc je suis contente. Mais j'ai longuement mûri, parce qu'au fait, je ne tiens pas à grand-chose, si ce n'est à cet objet-là. Et cet objet, c'est l'encrier de mon grand-père, René Tavernier. Et, oui, voilà. J'ai fait un peu exprès. Et c'est un homme avec lequel j'ai partagé. Il est mort quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, mais l'amour, bien sûr avec mon père, mais mon grand-père, l'amour de la littérature, voilà, il a participé à Confluence, cette revue résistante. Et voilà, il m'a fait découvrir Pessoa, il a fait découvrir la France, Pessoa d'ailleurs. Il a sorti Solzhenitsyn de prison avec d'autres, mais il a fait partie du comité. Donc c'est quelqu'un, j'avais un grand respect, c'est un immense critique littéraire. Et voilà, et
chaque fois que j'écris un livre, je ne peux pas m'empêcher de penser et de lui demander s'il est content. Christelle Tarot, qu'avez-vous entendu de votre voisine? J'ai entendu des choses qui sont assez proches en fait de la démarche dans laquelle je travaille moi-même en œuvrant, si j'ose dire, à sortir du silence et de la honte où elles ont été très longtemps cantonnées par les systèmes de domination dont on parlait dans la première partie de l'émission, notamment des prostituées dans les territoires colonisés soumises à de multiples dominations. Parce qu'elles sont femmes, évidemment d'abord, parce qu'elles sont pauvres, souvent ensuite, et ensuite parce qu'elles sont colonisées. Et moi aussi, j'ai toujours eu à cœur, en fait, d'essayer de redonner voix à ces femmes dans l'intégrité de leur vie. On vous avait déjà reçu pour ça il y a quelques années. Hein. Oui, exactement. Et pour moi, c'est important parce qu'en fait, je pense que c'est la même démarche, en fait, qui consiste à être à l'écoute de ce que nous disent les populations ou les catégories ou les individus qui sont supposés à la marge. Mais parfois être à la marge, sans s'en rendre compte, c'est aussi être au centre et questionner les centres. N'est-ce pas ? La question de l'autre, dans sa singularité, de l'autre singulier. Pour terminer cette émission, merci mesdames, merci Christelle Tarot, merci Tiffany Tavernier. Je voulais vous signaler la sortie chez Belin de l'Aquacus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère, 17e siècle, c'est l'Afrique ancienne. Mondes anciens, c'est sur les directions de Joël Cornette, signé par François-Xavier Fauvel, qui est historien et anthropologue. Et allez, on va être un peu caricatural, réducteur et simpliste, mais schématiquement, ça prouve, ce livre, cette somme, montre que l'Afrique, contrairement à ce qu'ont pu dire certains, est bien entrée dans l'histoire et nous a sans doute nourri beaucoup plus qu'on l'imagine, ne serait-ce que parce que notre ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre y est né. Hein. Allez chercher l'Afrique ancienne, on vous conseille ce livre. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment, et puis par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.